Bienvenue dans Parlons bière, parlons business, le podcast qui vous fait voir l'envers des bulles. Je suis Olivier Faure, ancien journaliste économique, passionné de bière, mais aussi de mon territoire, le nord de la France. J'ai fondé à Lille il y a presque 10 ans avec des amis l'agence précurseur en matière de tourisme brassicole, l'Échappée Bière. J'en dirige aujourd'hui la branche conseil en stratégie et marketing, expertise bière conseil, exclusivement tournée vers le monde brassicole. Aujourd'hui, avec mon équipe, nous souhaitons apporter à cette filière en plein boom un regard très business sur le monde de la bière. On espère que Parlons bière, parlons business deviendra pour vous un rendez-vous régulier. Pour ce nouvel épisode de Parlons bière, parlons business, je ne suis pas allé chercher très loin mes interlocuteurs, j'ai juste changé de bureau pour aller taper sur l'épaule d'Adrien Donnette. Salut Adrien. Bon. Adrien est passionné de bière depuis 12 ans, il est à l'Échappée Bière depuis 2018, il a été jury de nombreux concours, il a écrit beaucoup d'articles dans des magazines, des blogs spécialisés. Et dans le bureau d'à côté, Stéphane Maire. Salut Steph. Bonjour Olivier. Depuis 2018, également à l'Échappée Bière, avec un profil assez similaire, et l'un comme l'autre, un sujet vous intéresse tout particulièrement dans la bière, au-delà du goût bien sûr, c'est l'aspect écologique, économie d'énergie, qu'on retrouve dans la filière, et qui évidemment est un sujet qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, puisque on va parler ensemble d'un sujet qui est parfois polémique, et on va essayer de ne pas l'être aujourd'hui ensemble. C'est ce qui est souvent présenté à tort de mon point de vue comme un match entre l'utilisation de la bouteille en verre et celle de la canette en alu qu'on appelait la boîte métal il y a encore quelques décennies. On va tout d'abord vous parler de quelques éléments qu'on voudrait un petit peu nuancer. On lit de plus en plus de grandes vérités générales sur l'un et l'autre de ces deux contenants en termes de goût, en termes d'économie pour le brasseur, en termes de marketing. Il y a beaucoup de vérités qui le sont indubitablement, mais certaines qui seront à nuancer un petit peu, mais le gros de notre propos portera surtout sur la partie écologique de l'un et l'autre de ces contenants. Et encore une fois, on ne part pas dans l'optique d'un match entre l'un et l'autre, mais plutôt d'un échange d'arguments. Et chers auditeurs, vous ferez éventuellement votre avis chez vous. Voilà. Pour commencer, peut-être, Stéphane, je te regarde. En termes de goût, on lit beaucoup que la canette alu, parce qu'elle est opaque notamment, aurait un net avantage. Est-ce que c'est si simple que ça ? Eh ben écoute, je pense qu'effectivement cet argument se tient, puisque on le sait, la lumière est l'ennemi de la bière. Il faut que ce breuvage soit à l'abri complet de cette lumière qui peut altérer son goût. Donc effectivement, la canette offre là un contenant qui est à 100% opaque aux UV. Cela dit, la bouteille, depuis la nuit des temps, les bouteilles sont traitées pour être opaques elles aussi. Évidemment, c'est évidemment aujourd'hui un argument pour la canette de dire qu'elle est opaque, mais les bouteilles utilisées dans le monde brassicole sont fumées, sont aussi faites pour ne pas laisser passer les UV et la lumière. Donc finalement, dès ces premières secondes, on s'aperçoit que c'est pas aussi net. Voilà. Après, évidemment, on sait que la bouteille utilisée pour la bière laisse passer forcément un petit peu d'UV, un petit peu de lumière. Donc la canette va encore plus loin dans ce côté hermétique. Adrien, au final, est-ce qu'il n'y aurait pas finalement un contenant par style ? C'est exagéré de le dire comme ça ? C'est souvent ce qu'on retrouve dans différents podcasts qui ont plutôt traité sur ce sujet-là, et on le retrouve effectivement pour tout ce qui est style houblonné, etc., où le houblon a effectivement une grosse fragilité à cause de la lumière. Donc pour tout ce qui est style à boire assez rapidement, j'ai en tout cas tendance à dire ça quand on me pose la question, pour tous les styles qui se boivent rapidement, on peut privilégier la canette, et quand c'est des bières qui se gardent plus longtemps, 1 an et plus, là on privilégie la bouteille. Ok, mais en tout cas c'est pas tout blanc tout noir. Non, c'est sûr. Après, ce que je pourrais juste rajouter aussi sur ce côté conservation, parce qu'on a tendance à montrer la canette aussi comme un contenant qui améliore la conservation. Évidemment, ça va empêcher les rayons lumineux de passer, mais on le sait aujourd'hui, le contenant canette n'est pas très bon à stocker, parce que la canette c'est de l'aluminium, mais c'est aussi une fine pellicule de plastique à l'intérieur qui empêche le contact entre l'aluminium et la
bière pour préserver ce liquide et du pour contact. éviter le fameux goût métallique. Voilà, avec l'aluminium. Pas dans les canettes. Avec Non, l'aluminium. Ce que l'on sait, c'est que cette fine pellicule de plastique contient du bisphénol A, qui est un perturbateur endocrinien, qui est si on le laisse très peu de temps au contact avec le liquide, ne sera pas très dangereux, mais si on le laisse plusieurs mois ou plusieurs années, il peut devenir dangereux. Ouais, Adrien. Alors, c'est aux États-Unis qu'il y a encore le bisphénol A. Le bisphénol A était interdit en France en 2014. Maintenant, c'est du bisphénol S. Mais effectivement, il y a on manque encore de données là-dessus. Le bisphénol A, ça a été reconnu comme étant un perturbateur endocrinien, qui dérègle les hormones et produit quelques cancers. Pour le bisphénol S, aujourd'hui, on a assez peu de recul, mais il y a quelques premières alertes qui effectivement se manifestent là-dessus. Quand on a peu de recul, il vaut mieux être prudent en général. Voilà, donc sur ce genre de sujet. Mais en tout cas, il y a un gros point d'interrogation là-dessus sur le bisphénol S qu'on utilise aujourd'hui en France. Donc voilà, petit point de... Une petite précision, bienvenue. Il y a un autre sujet que je voulais voir en ce qui concerne le produit et le goût. Est-ce qu'on peut tout faire dans une canette ? Est-ce qu'on peut tout faire dans une bouteille ? Je pense évidemment à toutes ces bières traditionnelles refermentées en bouteille. Est-ce qu'on refermente en canette ? Là aussi, de ce que j'ai déjà entendu, c'est difficile d'avoir un avis tranché là-dessus. Alors, c'est assez paradoxal puisque quand on se rapproche de certaines brasseries, certaines nous disent qu'elles utilisent la refermentation en canette. Et quand on écoute d'autres brasseurs, elles nous disent que c'est pas réellement possible. Du coup, là, sur ce sujet-là, effectivement, il y a encore des questions qui persistent, même si... évidemment, je sais pas ce que Stéphane, toi, de ton côté. Moi, même son cloche de ton côté. Ouais, en regardant un petit peu et en parlant avec effectivement des brasseries qui sont passées à l'encanettage, certaines évitent la refermentation en bouteille. Alors sur le côté très technique, effectivement, il y a encore un manque de connaissances en tout cas et d'informations, mais ce qui est sûr, c'est que techniquement la canette peut soutenir le même taux de pression qu'une bière qu'une bouteille en verre, pardon. Okay. À environ 7 bars. Donc techniquement, il n'y a pas de raison que la canette ne puisse pas supporter aussi des taux élevés de pression et donc potentiellement de passer par la refermentation en canette. Maintenant, dans les faits, ça a l'air beaucoup plus complexe que ça. Donc la refermentation, en règle générale, est évitée avec le contenant canette. Donc encore une fois, là, on en revient aussi à évoquer les styles. Et donc, il y a certains styles qui finalement nécessitent une refermentation en bouteille en termes de complexité, en termes de process, et certains qui sont peut-être moins en tout cas moins importants de repasser par cette refermentation. Donc on en revient, je pense, encore une fois au style très houblonné. Les styles très houblonnés, je pense, sont effectivement du coup adaptés à ce contenant canette. Et quand on part sur des bières plus énergiques, voilà, plus coloré, plus maltais, plus complexe aussi sur la fermentation, on va, moi je pense, privilégier plutôt la bouteille. Très bien. Un autre sujet, c'est l'économie, évidemment. Combien ça coûte tout ça ? Aujourd'hui, une encanetteuse ou une embouteilleuse, on le sait, dans une installation de brasserie, ça coûte aussi cher, voire plus cher que la salle à brasser. En tout cas, quand on part sur des salles à brasser de taille modeste pour des brasseries en lancement, du 5, du 10 hecto. Économiquement, le prix de revient, à la fin, il est de quel côté ? De la canette talus ou la bouteille en verre ? Est-ce que déjà il est possible de répondre à cette question ? Alors, moi, j'ai pas la réponse absolue à cette question. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, une brasserie, quand elle se crée, quand elle se développe, elle doit, au vu des investissements que nécessitent ces chaînes d'embouteillage ou d'encanettage, choisir entre l'investissement vers une chaîne d'embouteillage en verre ou une encanetteuse. Ou une encanetteuse. Ouais. Donc, beaucoup de brasseries, et la plupart des brasseries aujourd'hui, choisissent l'embouteilleuse. Choisissent encore l'embouteilleuse, parce que le marché n'est pas encore tout à fait ouvert à la canette. Il y a encore là beaucoup de mythes et d'idées reçues sur la canette. Donc évidemment, pour un choix commercial,
on choisit plutôt l'embouteilleuse et on passe du coup par un prestataire extérieur pour la mise en canette de certaines références, ce qui entraîne des surcoûts. Et là pour le coup, moi j'ai un brasseur de la métropole lilloise, la brasserie Célestin, qui m'a effectivement parlé de sa diversification vers la canette là, qui est assez récent, et le patron de la brasserie m'évoquait une augmentation de 30%. Mais qui est dû du coup à ce prestataire extérieur qui vient mettre en canette. Exactement, le prestataire extérieur et le contenant, tout ça. Mais on peut penser que s'il fallait ramener le remboursement de son investissement pour son embouteilleuse sur le prix de revient, il y a fort à parier que ces 30%, bien sûr, s'y retrouverait aussi. Évidemment. Alors, Okay. ça inclurait de ne brasser, d'être spécialisé que dans certains types de bières, comme on le disait, les bières brasseries houblonnées. De toute façon, aujourd'hui, ceux qui ont investi dans une canteuse, c'est exclusivement des brasseries qui ne sont spécialisées à 90% que dans des New England IPA, des IPA, des double IPA, etc. Pour ceux qui auraient encore envie de faire effectivement des triples, des saisons et se permettre un éventail de choix de styles plus variés, le choix de l'embouteilleuse pour moi est plus cohérent parce qu'il permet à moindre investissement d'obtenir un panel de possibilités plus large à mon sens. Alors là, moi, je me permettrais de nuancer. On a la chance d'accompagner l'excellente brasserie Les Intenables à Strasbourg, qui a une gamme extrêmement variée et qui a fait le choix du tout canette métal, et ils en sont ravis pour l'instant. Alors tout dépend de sa clientèle. Effectivement, quand on a une clientèle entre guillemets plus bière geek, je pense que ça pose pas de problème, parce que boire un stout ou une bière qui a déjà été au préalable barriquée dans une canette en aluminium, c'est pas un frein. Mais aujourd'hui, pour l'essentiel des consommateurs, 95% des consommateurs, voire plus de bières aujourd'hui, ne sont pas des bières geeks. Je pense que c'est encore aujourd'hui un frein, comme le disait Stéphane. C'est sûr que il faut pas avoir ce miroir déformant qu'on a parfois, nous, les gens qui travaillons dans le métier. Aujourd'hui, on considère que la canette métal, c'est le contenant roi parce que c'est très à la mode, mais pour 80-90% des consommateurs, c'est encore synonyme parfois plutôt de bière bas de gamme qu'on trouve en bas des rayons. Dernière chose avant d'aborder ce cœur du sujet qui est l'aspect écologique, d'un point de vue marketing, là aussi on s'aperçoit que la canette vient surtout jouer sur le terrain des brasseries très craft, très branchées, ça va être des visuels très pop, très colorés. Avantage canette, indubitablement, ou là aussi, comme sur les deux premiers sujets, finalement c'est à nuancer? Pour moi, ça ne se discute pas tellement. Là, avantage canette, évidemment, puisque la surface avec laquelle l'artiste ou le photographe peut s'amuser est évidemment beaucoup plus importante. Et donc, on a un objet qui a des possibilités de personnalisation assez illimitées, parce que l'opercule peut être aussi coloré, le contenant en alu ou en acier peut l'être aussi. Et puis, effectivement, on a une étiquette qui couvre à peu près 80% de la surface, donc il y a un peu plus de matière. Même si au final on a déjà tous vu ces bouteilles en 75 centilitres avec des sleeves, je sais pas si je le prononce bien, qui prennent l'intégralité de la bouteille de 75, et il y a moyen de faire des trucs juste magnifiques. Moi, je trouve aussi que l'argument de l'esthétisme, à part, on va dire, l'esthétisme du contenant en lui-même, c'est-à-dire soit une grande bouteille, soit une canette, et du coup on est sur un format un peu différent. L'objet canette, je comprends que l'objet canette puisse être apprécié. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que le contenant canette, là on est sur quelque chose aussi un peu de générationnel. On voit la nouvelle génération de consommateurs de bière, on va dire la tranche 18-25 ans, se réhabituer aussi à la canette. Et la canette, depuis toujours, a de toute façon eu cette image un peu cool. Ça a toujours été un contenant nomade qu'on pouvait emmener, facile à transporter. Il y a ces arguments-là aussi. Aujourd'hui, quand on met en avant la canette, c'est léger à transporter, ça se refroidit très rapidement. Donc il y a ce côté aussi simple d'utilisation et pratique pour partir en soirée. Donc ça a toujours été le cas. Même dans les années 80, on mettait ça en avant sur la canette. Ce qui est moins évident, effectivement. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on remarque que les brasseries utilisant la canette sont des brasseries aussi qui jouent beaucoup sur le marketing et sur l'image de marque. Et forcément, ça donne naissance à des canettes qui sont aujourd'hui effectivement très très belles, très travaillées, sur des designs hyper intéressants. Et je trouve que c'est en plus une vraie belle vitrine pour la bière artisanale, parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui redécouvrent aussi la bière artisanale à travers cet objet canette. Même si paradoxalement
vous trouverez rarement... alors déjà, vous trouverez rarement de bière artisanale sur les cartes des restos étoilés, malheureusement, et vous trouverez encore moins de bière artisanale en canette alu sur les tables des restos étoilés. Je pense qu'il y a encore effectivement un marché qui n'est pas prêt à accueillir la canette. Il y a encore trop de mythes autour de ce contenant et il y a encore une image qui lui colle trop à la peau de contenant qui n'est utilisé que pour les bières industrielles très bas de gamme. Là évidemment il y a quelque chose aussi de générationnel, c'est-à-dire que pour les jeunes d'aujourd'hui de moins de 35 ans, moins de 40 ans, le contenant canette pour un amateur de bière artisanale est vraiment rentré dans le quotidien. Merci messieurs pour ce très long préambule, mais qui montre quand même une chose. On est à une époque où il est de bon ton de toujours répondre par oui ou non, par blanc ou noir ou par gentil méchant. Et on va essayer de ne pas tomber là-dedans. Et je pense que sur des sujets complexes comme ceux-ci, c'est bien d'essayer d'être un peu nuancé. Et on va essayer de l'être encore plus maintenant, parce que nous allons parler écologie, empreinte carbone de l'un et l'autre de ces deux contenants. Je ne sais pas qui veut commencer. Adrien, peut-être on peut entamer la discussion sur peut-être ce sujet de l'empreinte carbone qui est un petit peu le cœur du sujet. Ouais, alors... on peut commencer effectivement par l'empreinte carbone. Après, je pense que c'est aussi bien de commencer par le commencement, entre guillemets. Eh bien, on commence par le commencement. À savoir comment on fait une canette en aluminium et comment est faite une bouteille en verre. Je pense que là aussi, on peut peut-être reprendre. Bien sûr, vas-y, bien sûr. À dire là-dessus. D'autant que je lisais pour préparer tout ça un excellent article du Parisien qui était paru en juillet de cette année, où il était expliqué que le gros de l'empreinte carbone, c'était la quantité de matière utilisée pour l'un et l'autre des contenants. Tout à fait, c'est là où je voulais en venir. Pour commencer avec l'aluminium, par exemple, qui Cocorico a été découverte au 19e siècle en France, au Baux-de-Provence, et le village des Baux-de-Provence qui a donné le nom au minerai qui est la bauxite, en fait, à partir de laquelle on obtient l'aluminium. Dans la bauxite, on a à peu près entre 20 et 60% d'alumine, ce qu'on appelle l'alumine, qui va ensuite nous intéresser pour transformer cette matière première-là après en canette aluminium, mais aussi, et c'est surtout là qu'est utilisé l'aluminium dans le bâtiment, tout comme d'ailleurs le verre aussi, comme plein d'autres sujets. Les contenants alimentaires sont, pour ainsi dire, assez anecdotiques dans le volume produit, que ce soit avec de l'aluminium ou du verre. Mais en tout cas, si on veut un petit peu s'attarder sur comment c'est fait, où c'est fait, etc., le où c'est fait, on pourrait répondre assez facilement. Il y a encore une grosse production en France, puisque la France est encore le 15e producteur mondial, avec pas mal de mines d'aluminium, de mines d'aluminium qui sont présentes en région Occitanie notamment et sur le pourtour méditerranéen. Et on Savoie aussi d'ailleurs. Est-ce que ça veut dire que... Est-ce qu'il est possible d'en déduire ou est-ce qu'on sait si l'aluminium qui fait nos canettes de bière est made in France ? Alors ça, c'est très difficile à tracer. La chose que je peux dire, c'est que le fabricant numéro 1 d'aluminium en Europe est à Dunkerque, ici dans la région de France. Mais pour autant, est-ce qu'il utilise de la matière première française En tout cas, nous, on ne le sait pas. Je pense qu'il y a un raccourci. De ce que j'ai pu trouver, c'est que l'aluminium produit en France irait plutôt dans le bâtiment, dans le BTP, pour produire après du ciment. Et aussi, ça c'est un petit peu le paradoxe de ce débat-là, l'aluminium produit en France sert aussi à faire des bouteilles en verre. D'accord, très bien. Une partie d'aluminium qui est produite dans les bouteilles en verre, qui est certes infime, mais qui est là. Du coup, pour l'origine, en dehors de la France, on va surtout trouver ça, ces mines de bauxite, au Canada, au Brésil, en Chine, en Russie, en Australie. Donc on s'aperçoit finalement aux 4 coins du globe. C'est un minerai très fréquent puisque c'est un des minerais les plus présents sur la surface du globe. Je crois que c'est le 2e minerai le plus présent. Depuis une centaine d'années, effectivement, comme je le disais, il y a une extraction assez massive qui est faite de l'ordre d'à peu près 20 millions de tonnes à partir des années 80. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 40 millions de tonnes par an qui est extraite. Donc effectivement, on le disait, c'est quelque chose d'assez polluant puisque c'est de la mine à ciel ouvert, qu'on détruit des habitats pour des espèces parfois protégées. C'est aussi polluant pour l'eau parce qu'il y a des traitements qui ne sont, si c'est contrôlé en France, en tout cas ça ne l'est pas forcément en Chine notamment. Il y a aussi de la déforestation évidemment. Mais Ok, donc en fait, en réalité, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il faut bien réfléchir à
tout le process de fabrication en partant de la matière première Voilà, et exactement. de son impact environnemental et pas commencer au moment où on est dans l'usine. Voilà, la sortie de la chaîne de production, Ouais. en fait, le plus gros, les 80-90% de la perte, enfin de l'empreinte carbone énergétique, en tout cas faite en amont. C'est Et, comme quand on parle d'agriculture, il ne faut pas oublier toute l'eau qu'on utilise pour irriguer. C'est exactement ce que j'allais dire. Dans la bière aussi, on parle de tant de litres pour produire. Ce qu'on appelle l'empreinte eau, par exemple. Voilà, hein. l'empreinte eau, exactement. Donc il y a aussi cette empreinte-là qui est en amont. Alors là, je suis pas en train de dézinguer complètement la filière alu, puisque Si, là, on sent clairement le match que je ne voulais pas voir venir qui commence à s'installer. non, parce que de l'autre côté, le verre est aussi un gros sujet. C'est aussi une grosse source de destruction de fonds marins, de disparition d'espèces, etc. Et en tout cas, on est face à deux matières premières qui sont aujourd'hui parmi les plus polluantes et les plus problématiques qu'on rencontre. Peut-être pour faire un topo un peu similaire, Steph, sur le verre. Ah bah alors, pour le coup, sur le verre et sur l'aluminium, de toute façon, à partir du moment où on va chercher une matière première, en tout cas une ressource, on va puiser une ressource, on crée forcément de toute façon de la pollution et on détruit des environnements. C'est pareil pour tous les minerais. L'aluminium, effectivement, a ce côté aussi, quand on fait des recherches un petit peu sur effectivement l'extrait de la bauxite. Juste avant de revenir sur l'aluminium, la fabrication de la bouteille en verre, un topo rapide là-dessus. Sur le process. Sur le process et les matières premières utilisées. Adrien, je te laisse. Bah, sur le verre, on va plutôt. Donc on parle souvent du sable, qui est la matière première la plus connue. Donc c'est un mélange d'à peu près 2 tiers de sable pour 1 tiers de calcaire. Et comme je disais tout à l'heure, une petite utilisation aussi de l'aluminium pour faire un verre plus résistant. Donc ça, c'est vraiment quand on crée la première bouteille. Après le recyclage, il y a ce qu'on appelle du calcin. Donc le calcin, c'est finalement du verre pilé qu'on va réemployer et refondre pour réutiliser notre bouteille. Et puis ça fait le pont avec ce que je disais tout à l'heure sur l'empreinte. C'est surtout, on va puiser surtout le sable dans les fonds marins. Il y a d'ailleurs un très beau reportage qui est paru en 2011 sur Arte de Denis Delestrac qui parle justement de cette matière première qui n'est pas inépuisable et avec notamment des bancs de sable, etc. et des fonds marins qui disparaissent en Bretagne et sur le pourtour atlantique. Donc voilà, ça c'est... aussi, Alors ça du coup c'est pour les matières premières utilisées. Maintenant il y a un gros sujet sur la fabrication des contenants en eux-mêmes, avec, si je dis pas de bêtises, notamment pour la bouteille en verre, l'utilisation de fours qui travaillent à très très haute température et avec malheureusement tout ce que ça engendre. Alors, Stéphane, peut-être ça sur pour le ce coup, sujet-là. là-dessus, les choses ont l'air d'être claires quand même. La fabrication de canettes en aluminium a l'air beaucoup moins énergivore que la fabrication de bouteilles en verre. À partir de ce moment-là, effectivement, il faut voir toute la chaîne de fabrication et de réutilisation. Donc il y a finalement l'énergie qui est développée pour extraire la matière, ensuite pour créer ces canettes, et ensuite, évidemment, à prendre en considération aussi le recyclage, la durée de vie effectivement de ces canettes. Donc effectivement sur la fabrication de la canette et de la bouteille, la bouteille en verre est beaucoup plus énergivore à fabriquer. Sur la réutilisation, sur le recyclage. Alors ça c'est le gros sujet de toute manière. Hein. Là c'est le sujet. Effectivement, même si on pourra en parler après, même le recyclage nécessite aussi de toute façon de l'énergie. Le recyclage a une empreinte carbone et pour le coup le recyclage du verre a aussi une énorme empreinte carbone puisqu'il nécessite encore une fois de refondre le verre à haute température et donc nécessite beaucoup d'énergie. Ce qui est sûr c'est qu'en France en tout cas les chiffres sur le verre sont assez limpides, assez unanimes pour dire que 75% des bouteilles en verre. Alors, il y a 2 chiffres. Il y a le verre en général et les bouteilles en verre. Sur le verre en général, on a le chiffre de 75% du verre qui est réemployé, qui est recyclé. Recyclé, que le réemploi, c'est encore autre chose. Et certains sites évoquent le chiffre de 95% sur la bouteille en verre de recyclable. Et on n'a pas de chiffre en revanche sur la filière brasserie.
brassicole, précisément. Sur la filière brassicole, non, parce que encore une fois, elle est complexe. Certaines brasseries utilisent des bouteilles réutilisables. Ouais. Certaines brasseries non. Donc voilà, c'est assez compliqué d'avoir des chiffres précis. Juste un petit point sémantique avant de poursuivre. Réemploi, recyclage, la différence rapidement? Bon, c'est assez simple. Pour le coup, le recyclage, ça va être déjà quelque chose qui nécessite un effort de la part du consommateur, puisque le consommateur va devoir placer sa bouteille dans un contenant recyclable, c'est-à-dire qu'une bouteille, tant réutilisable ou recyclable qu'elle soit, si elle n'est pas placée dans le bon container, elle ne sera pas réemployée ou recyclée. Donc recycler, c'est d'abord récupérer une bouteille qui a déjà été utilisée, effectivement la refondre pour recréer une autre bouteille. Et le réemploi? Et le réemploi, c'est finalement ce qu'on observe beaucoup plus chez nos voisins belges, par exemple, ou aussi en Alsace, où on utilise quand même beaucoup, il y a cette culture du réemploi qui existe toujours, c'est de réutiliser la même bouteille. C'est ce qu'on appelle sans la transformer. Vulgairement la consigne. C'est ce qu'on appelle la consigne, exactement. Voilà. Et le chiffre, je reviens un petit peu sur le chiffre lié aux brasseries, le seul chiffre dont on dispose aujourd'hui, c'est justement sur le réemploi et pas sur le recyclage par rapport notamment à ce process qui est assez développé en Alsace, comme le disait Stéphane. Aujourd'hui, le réemploi, c'est seulement 2% de la remise en circulation du verre. Donc sur l'ensemble, on va dire que 98% est recyclé, en 88 et 98% du verre est recyclé. Et dans ce chiffre-là, 2% est en fait lié au réemploi, et dans ces 2%-là, à l'intérieur, on retrouve la brasserie Météor qui est pour 42% de ces 2%. Qui est un vrai modèle, Météor, sur ce sujet-là. Donc qui est vraiment à la pointe de ce sujet-là. Et après, effectivement, un chiffre un petit peu plus marginal, mais la brasserie Moulin d'As, ici dans les Hauts-de-France, fait aussi partie des grandes figures du réemploi dans le domaine brassicole français, même si évidemment on n'atteint pas les chiffres de Météor, parce qu'ils sont moins de volume, bien sûr. Tout à l'heure, j'évoquais tout d'abord la nécessité d'avoir à la base un geste aussi d'adhésion de la part du consommateur, parce que ça me paraît essentiel. Là pour le coup, on a l'exemple alsacien où on a gardé cette habitude du réemploi. Si le consommateur, en Belgique évidemment aussi, si le consommateur ne prend pas part activement à ce processus, ça ne marche pas, puisque le réemploi dans la filière brassicole, dans la bière, nécessite déjà d'avoir une bouteille beaucoup plus solide, beaucoup plus robuste, donc une bouteille plus lourde. Donc une bouteille qui utilise plus de matière. Qui utilise plus de matière, donc plus d'énergie aussi à fabriquer. Donc il n'y a rien de pire finalement que d'avoir une bouteille faite pour le réemploi, jetée dans la mauvaise poubelle. Dans le meilleur des cas, elle est dans une poubelle recyclable, et à ce moment-là, on a juste créé des déchets en plus, plutôt que d'utiliser une bouteille qui n'était pas faite pour la réutilisation. Et le pire des cas, c'est qu'elle soit jetée dans une poubelle tout venant, et donc là, elle n'est même pas recyclée. Donc finalement... Non, c'est vrai que tu fais bien de le dire, parce que c'est encore une fois, je le disais en préambule tout à l'heure, des fois un débat qui est un petit peu caricaturé. C'est bien de rappeler que sur ces sujets-là, si on veut avancer, tout le monde doit être vertueux, du fabricant au consommateur. Bien sûr. Et d'ailleurs, à ce propos, on parle depuis tout à l'heure de réemploi des bouteilles en verre. Quid de la canette alu, Adri, peut-être sur ce sujet-là? En termes de recyclage et de... Ouais, c'est le recyclage de la canette alu. Est-ce que c'est une pratique courante? Est-ce que, alors, je crois connaître la réponse, mais est-ce qu'il y a de la consigne de canette? Est-ce que c'est faisable un jour ou l'autre? Alors la consigne de canette, elle se fait tout simplement par le recyclage entre guillemets, puisque une canette en aluminium est recyclable à 95%. Ouais, même 99, j'avais lu. 1% non recyclé, ce sont les encres et les vernis intérieurs dont parlait Steph tout à l'heure. Je t'ai trouvé sur 95. Ça change pas grand-chose, mais... Cet ordre d'idée-là. Ce qu'on avance souvent quand on parle de la canette aluminium, c'est qu'elle est assez peu recyclée par les gens. C'est assez vrai dans le sens aluminium, enfin tout ce qui est alimentaire au global. Si on prend la canette en elle-même, elle est plutôt très bien recyclée. Elle est aux alentours de 90% pour la seule canette, pas pour l'aluminium. C'est un petit peu biaisé par ce chiffre-là, je l'expliquerai juste après. C'est-à-dire que les gens
la jette dans la bonne poubelle, du coup la canette arrive dans le bon broyeur à la déchetterie, elle est refondue en aluminium liquide pour refaire de la canette ou que sais-je encore. C'est ça, en fait, l'avantage de la canette... Donc on est plutôt bon là-dessus. On est plutôt bon là-dessus. L'avantage de cette canette-là, c'est qu'au même titre que le verre ou que le Tetra Pak assez connu, ce sont des contenants qui sont identifiés comme étant recyclables, qu'on a assez tendance à jeter dans la bonne poubelle facilement. Là où ça pêche, c'est en revanche sur tout ce qui est petits emballages alimentaires en aluminium, qu'on a tendance à acheter dans les ordures ménagères, opercules, capsules, etc., qui là représentent 60% des déchets alimentaires en aluminium, et qui eux par contre sont très mal recyclés, ce qui contribue à faire chuter le chiffre de recyclage de l'aluminium, qui cependant est en nette augmentation d'année en année, puisque donc les chiffres que je cite sont les chiffres de Citeo. Donc Citeo, c'est une entreprise à mission, ce qu'on appelle, donc qui a but non lucratif, qui est en fait mandaté par le gouvernement et les différentes entreprises privées pour sensibiliser les citoyens au recyclage. Et donc ils ont des données assez complètes sur le recyclage d'un tas de contenants, dont le verre et l'aluminium. Donc ce qu'on peut voir dans leur bilan 2021, c'est qu'on est passé à 58% de recyclage de l'aluminium au global, et face aux 32% seulement en 2015. Donc on voit qu'il y a des paliers qui sont franchis. En 2017, on était aussi à 43%. Donc on voit que petit à petit, le contenant d'aluminium progresse. Et de plus en plus, surtout, ce qui aide, c'est que tout ce résidu aluminium, ces petits, le papier aluminium, les opercules, etc., sont de mieux en mieux aussi recyclés, puisque depuis le milieu des années 2010, il y a maintenant une dizaine de sites en France qui ont été équipés de fours spéciaux, parce qu'en fait, il faut savoir que pour recycler ces petits déchets aluminium, avant ça, c'était pas possible dans les grands centres, puisqu'il fallait des températures beaucoup moins élevées, il fallait un processus technique beaucoup plus élaboré. Aujourd'hui, grâce à l'arrivée d'une dizaine de sites spécialisés en France, on arrive aussi à traiter parfaitement ces petits déchets aluminium. Donc ce chiffre augmente d'année en année, puisqu'on est passé de 7000 tonnes d'alu recyclé à 50 000 donc en 2021. Ouais, une augmentation assez énorme quand même. Steph, tu voulais réagir? Alors pour le coup, j'ai évidemment moi trouvé de mon côté à peu près les mêmes chiffres. En fait, ce qui est assez hallucinant et très positif, c'est qu'effectivement le pourcentage de canettes recyclées augmente énormément d'une année à l'autre, et on a gagné effectivement pratiquement 10 points de recyclage sur la canette alu en 5 ans. Donc c'est très positif. Ce qui est sûr, c'est que j'en parlais tout à l'heure, ce contenant-là, finalement, à l'origine, a été aussi poussé sur le marché pour son côté pratique et son côté nomade. Donc le fait d'avoir un contenant comme ça qui nous permettent finalement de sortir, d'aller faire un pique-nique, d'aller en balade avec notre canette, que ce soit de bière ou de soda d'ailleurs, fait que la canette finit souvent dans une poubelle non recyclable. Le chiffre qu'a donné Adrien, moi j'ai le même, effectivement 57% des canettes boissons seraient recyclées en France. Maintenant, le chiffre qui est aussi intéressant de donner, dont il est important de parler, c'est le chiffre aussi de canettes qui sont réutilisées pour fabriquer d'autres canettes. Et là, apparemment, seulement 33% des canettes recyclées serviraient à refaire ces mêmes canettes. Mais peu nous importe finalement, du moment que ça se perd pas dans la nature. Du moment que ça se perd pas dans la nature, évidemment. Maintenant, ce chiffre donc de 33% montre que on aura toujours besoin d'aller chercher de la bauxite pour refabriquer de nouvelles canettes. Donc finalement, le recyclage me paraît quand même un point hyper important. Mais bon, ça veut dire que c'est plutôt des bonnes nouvelles tout ça, d'autant plus qu'en parallèle, on parle un peu plus de la canette depuis tout à l'heure, mais en parallèle, on organisait il y a un petit mois un forum sur la bière en Alsace à la demande de brasseurs d'Alsace, que je salue d'ailleurs au passage, et on était justement avec Édouard Hack de chez Météor, avec Benjamin Patzva aussi de la brasserie Bendorf, qui nous donnait des chiffres sur la consigne. Lentement, la consigne du verre commence un petit peu aussi à revenir en France.
Alors pour le coup, je pense que là, encore Avec une des fois, initiatives, la consigne dans les encore une Hauts-de-France, fois, Alsace consigne en ouais. Alsace par exemple. je pense que leur regard d'Alsaciens forcément doit être très positif et en tout cas enthousiaste parce que effectivement ils sont dans une région où la consigne marche très bien et où du coup le consommateur s'implique directement dans ce processus-là. Alors marche très bien. Pour ce qui est de Météor, oui, parce qu'il y a une grande habitude. Pour ce qui est de plus petites brasseries comme la brasserie Bendorf, c'était pas si simple. Ce sont aussi des investissements. Heureusement qu'il y a l'ADEME aide beaucoup les brasseries qui développent la consigne, mais économiquement et d'un point de vue écologique aussi, finalement, le point de bascule vers le positif, il n'est pas si simple quand même à atteindre. Et surtout, on se rend compte, alors moi ayant échangé un petit peu effectivement avec des personnes de haut la consigne qui essayaient de mettre en place effectivement dans des brasseries ce principe de réutilisation, qui était d'ailleurs un test, puisqu'ils essayaient de réutiliser des bouteilles qui ne sont pas faites pour le réemploi normalement, donc qui peuvent être réutilisées quand même quelquefois, et tester un petit peu aussi le répondant du consommateur, savoir s'il allait faire la démarche de ramener sa bouteille, sachant que la plupart des brasseries nous proposaient ça sans contrepartie financière. On sait que dans les Hauts-de-France, on aime bien aller chercher nos caisses et nos caisses de bière en Belgique, et on les ramène aussi parce qu'il y a cette consigne qui a une valeur économique. À partir du moment où il n'y a pas de valeur économique, on se rend compte que en fait la démarche est beaucoup moins suivie. Donc voilà, ça pose ce c'est un peu problème-là. l'éternel problème de l'écologie, pas que dans la bière. L'écologie, très bien, jusqu'à ce qu'elle me coûte beaucoup d'argent. Voilà. Donc, en fait, non, jusqu'à ce qu'elle ne m'en fasse pas gagner, surtout. Du coup, on va faire la démarche si on a un intérêt économique à le faire. Ouais, aussi, alors du moins, pas perdre d'argent. Si en plus on peut en gagner, c'est encore mieux. Adri, peut-être pour terminer. Tout à l'heure, tu me posais la question s'il y avait une volonté de consigne aussi sur les canettes aluminium. Je te répondais que non en France, mais en tout cas en Scandinavie, peut-être même en Allemagne, je sais pas, il faudrait vérifier. Mais il y a une consigne qui est appliquée sur les canettes alu. Pour connaître un petit peu la Suède et avoir vécu quelques mois, effectivement, il y a des conteneurs dans tous les magasins et toutes les canettes sont consignées. Donc c'est l'équivalent de 10 couronnes par canette, je crois, ce qui représente à peu près 1 euro, si je dis pas de bêtises. Donc soit transformé en bon d'achat ou soit directement en argent. Donc il y a aussi, ça le montre, s'il y a une volonté politique derrière de mettre en place tous ces processus-là, la boucle pourrait être bouclée, quoi. Juste moi pour ajouter une chose, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que beaucoup d'associations aussi finalement étaient parties de ce constat que la canette était assez mal recyclée, on va dire au début des années 2010, pour finalement sensibiliser les gens au tri de ces canettes, mais aussi en les utilisant vraiment comme un pouvoir économique. Et je suis tombé sur le site d'une association qui s'appelle tout simplement Canette et qui propose de réutiliser et de réemployer ces canettes à des fins associatives pour en venir à des enfants, et du coup voilà, il y a peut-être aussi ce côté-là associatif qui a amplifié finalement ce phénomène de recyclage de la canette. Oui, je voulais préciser aussi que pendant mes recherches, je me suis rendu compte que quelques associations, du coup, depuis quelques années, avaient fait ce constat d'un manquement sur le recyclage de la canette et finalement étaient partis sur cette collecte et ce recyclage pour créer de la richesse et créer des associations. Et je pense à l'association Canette, tout simplement, qui du coup se propose de collecter les canettes, de les recycler et de venir en aide à des enfants handicapés. Et c'est des chiffres assez impressionnants, depuis 10 ans. 33 millions de canettes auraient été récupérées par cet asso. Et voilà, donc ça a aussi ce côté associatif, je pense, à contribuer à augmenter ce taux de recyclage. Très bien, merci Steph. Et Adrien, tu trépines d'impatience, il y a un dernier élément important qu'on n'a pas évoqué pour conclure. Ouais, excusez-moi, j'aime beaucoup les chiffres. Non, plus sérieusement, il y a aussi un sujet qui est souvent abordé quand on parle de ce match, entre guillemets,
entre la canette et la bouteille, c'est sur le poids. Effectivement, l'aluminium, on le sait, est une matière première beaucoup plus légère que la bouteille. Donc, il fallait répondre aussi à cette interrogation qui revient souvent aussi sur le tapis. Ouais, mais il paraît qu'on peut transporter plus de bière dans un seul camion si c'est packagé dans l'aluminium par rapport à la bouteille. C'est évidemment vrai là aussi, puisque, comme je le disais, j'aime les chiffres, je vais quand même en citer un ou deux derniers. Le verre représente 49% quand même du poids des déchets ménagers aujourd'hui en France, donc ce qui est absolument énorme, contre 2% de l'aluminium, ce qui nécessite aussi énormément de transport en parallèle pour le ramassage, pour le transport, etc. Donc il y a aussi cet enjeu que je voulais souligner en dernier point qu'il faut aussi prendre en compte pour Très bien. boucler toutes ces boucles. Messieurs, merci beaucoup. Merci à Et toi, Olivier. je rappellerai quand même, vous serez d'accord avec moi, que d'un point de vue écologique, rien ne vaut la bière qu'on boit dans un bar. À la pression, évidemment. À la pression, Voilà. dans un fût en inox ou en aluminium. Voilà. Clairement. Eh ben merci messieurs, voilà c'était notre modeste contribution à ce débat sur la canette métal et la bouteille en verre. Nous avons essayé d'être nuancés, de pas verser dans le pour ou le contre. Donc voilà, vous êtes tout à vous qui nous écoutez, vous avez le droit d'être d'accord ou non avec nous. En tout cas, on a apporté, je pense, quelques infos. Parlons bière, parlons business est un podcast d'Expertise Bière Conseil. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à le noter 5 étoiles dans votre appli audio. Pour connaître les prochaines dates de diffusion, rendez-vous sur le site expertisebièreconseil.com. Vous pouvez aussi réagir à cette interview sur le compte Facebook d'Expertise Bière Conseil. Et n'oubliez pas, comme le disent si bien nos amis belges, une bière brassée avec savoir se consomme avec sagesse.